Bonjour à tous, bienvenue dans le premier numéro de podcast de Yonema dédié spécialement aux femmes. Nous avons une invitée, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aïssatou Diagne, je suis médecin, gynécologue obstétricienne. Aujourd'hui, nous allons spécialement parler du processus de grossesse. Alors, que pourriez-vous nous dire, par exemple, sur les premières choses à faire lorsqu'on sait qu'on est enceinte? C'est très important de bien se préparer. Qui dit bien se préparer, c'est d'avoir une alimentation équilibrée, d'avoir une bonne supplémentation, que ce soit en acide folique ou en fer, avant la conception. Après, une fois qu'on tombe enceinte ou qu'on suspecte qu'on est enceinte, il faut faire un test de grossesse. Il y a deux méthodes pour savoir si on est réellement enceinte. On peut faire un test urinaire, ce qui est beaucoup plus accessible à toutes les femmes. On va à la pharmacie et on prend un test urinaire. Ce test-là, on peut le faire en général au moment où il y a le retard de règles. Donc à partir de 3 jours, ça dépend de la fiabilité de certains tests. Donc au bout de 3 à 5 jours de retard, on fait un test urinaire. Une fois que ce test est positif, il faut toujours quand même le confirmer par un test sanguin, donc c'est-à-dire par une prise de sang. Et cette prise de sang-là va nous confirmer qu'il y a bien une grossesse. Après, ce n'est pas fini. Une fois qu'on a fait cette prise de sang-là, alors on se rend chez son gynécologue pour qu'il puisse vous examiner et faire une échographie et alors confirmer que la grossesse est bien à l'intérieur de l'utérus, c'est-à-dire une grossesse intra-utérine. Alors, une fois qu'on a fait tous ces tests chez le gynécologue, quelle est la prochaine étape? Ce sera vraiment un parcours qu'on va avoir avec le gynécologue, donc qui va en fait vous faire un planning de grossesse. Donc ce planning de grossesse, c'est les différentes consultations prénatales à programmer et il va vous guider petit à petit, vous expliquer quelles sont les différentes étapes vraiment au cours de la grossesse, les examens qu'il faudra faire et surtout il pourra vous donner des conseils sur l'alimentation, quoi faire ou ne pas faire pendant la grossesse. Que pourriez-vous nous dire comme conseil par rapport à l'alimentation d'une femme qui est enceinte? Les femmes, elles sont un tout petit peu perdues. Une fois qu'on est enceinte, on ne sait plus qu'est-ce qu'on doit manger, qu'est-ce qu'on ne peut pas manger. Il y a une montagne d'informations et il faut savoir faire le tri. Évidemment, quand on dit alimentation équilibrée, c'est avoir dans son assiette les 3 catégories, donc des protéines, des glucides et des lipides. Donc les protéines, c'est vraiment bien manger, donc essayer d'équilibrer de la viande, du poisson, tout ce qui est glucides, ça c'est le sucre. Il faut privilégier tout ce qui est céréales complètes, on peut manger du riz, des pâtes, vraiment. Et bon, les lipides, c'est bien les bonnes graisses en fait, donc tout ce qui est les graisses polyinsaturés, donc du bon poisson par exemple, tel que le saumon. Donc voilà, éviter les choses qui sont gras. Et aussi au niveau sucre, parce que bon, qui dit femme enceinte dit envie. Donc on peut avoir envie des sucreries, des confiseries. Donc éviter donc, tout ce qui est des aliments à index glycémique élevé. Parce que ça, c'est pas très bon. On a parlé d'avoir une alimentation équilibrée, variée. Donc, on a un peu parlé des différentes catégories, de tout ce qui est protéines, glucides, lipides, pour avoir dans son assiette, éviter un peu les aliments tels que à index glycémique élevé, les sucreries, confiseries, gâteaux. Bon, c'est bien que, comme je disais tout à l'heure, avec les enfants des femmes enceintes. Mais il faut aussi ne pas oublier côté boisson, bien s'hydrater. Ça, c'est très important de boire beaucoup d'eau. Tout ce qui est éviter de tout ce qui est excitant, on va dire, limiter sa consommation de café ou de thé. Et surtout
surtout, une femme enceinte ne doit pas consommer l'alcool. Donc vraiment, l'alcool est vraiment prohibé pendant la grossesse. Voilà, après, qui dit alimentation, entrée, dit sortie, donc avoir une activité sportive. Quand on est enceinte, on peut totalement avoir une activité sportive. D'accord, donc il n'y a pas de danger à faire du sport pendant la grossesse. Les femmes enceintes, on connaît quand même nos limites. Au début, pour certaines, elles peuvent être très fatiguées, donc avoir les désagréments, des nausées, vomissements. Mais une activité sportive modérée est vraiment même conseillée. Bon, je dirais qu'il faut quand même éviter les sports à haute intensité et surtout des sports avec des contacts pour éviter tout ce qui est traumatisme abdominal, mais vraiment du sport tel que du yoga, le fitness, de la gymnastique douce, c'est vraiment très conseillé, et aussi de la natation. Aussi, c'est très très bon pour quand on est enceinte. Très souvent, on demande aux femmes qui sont en état de grossesse d'éviter par exemple les transports en commun, d'éviter de marcher sous le chaud soleil. Ça rejoint un peu ce que je disais. Bon, tout ce qui est transport en commun, c'est bon, c'est l'état de nos routes. Donc c'est tout ce qui est des micro-traumatismes ou des longs trajets avec une station debout. C'est ça qu'on évite, et le fait d'être un peu confiné avec la chaleur, on peut on peut se sentir mal et faire un peu des malaises, comme on dit, orthostatiques. Bon, pour tout ce qui est exposition au soleil, bon, ça dépend dans le pays dans lequel on vit, mais bon voilà, c'est par exemple plus exposer le corps au soleil qu'on essaye de limiter. Mais voilà, marcher sous le soleil peut-être 10, 15 minutes, 20 minutes, parce qu'on doit aller faire nos activités, ça n'y a aucun souci. Mais c'est pour éviter en fait une exposition longue et surtout bien s'hydrater, parce que ça c'est très très important. Pour revenir un peu à l'alimentation ou simplement du côté de la santé, est-ce qu'on peut se permettre de boire du paracétamol par exemple? Oui, il n'y a aucun souci. Le paracétamol, c'est un antidouleur, donc c'est vraiment l'antidouleur qu'il ne faut pas hésiter à prendre si on a des douleurs de quelque type que ce soit. Ce qu'on dit toujours, c'est d'éviter les anti-inflammatoires. Tels que Nurofen, Ibuprofène, surtout dans les premiers trimestres de la grossesse. Donc voilà, mais le paracétamol a un dosage de 1 gramme pour un adulte toutes les 8 heures, il n'y a aucun souci à le prendre. Comme pour beaucoup de femmes, la première grossesse pose beaucoup de problèmes côté information. Alors, de quoi a-t-on réellement besoin quand on est en état de grossesse? Alors oui, en effet, parce que c'est vrai qu'on peut être un peu perdu, surtout quand il s'agit de la première grossesse. Il faut avoir vraiment, comme on dit, un petit checklist, parce qu'il y a énormément de produits, de choses, oui, et on peut dire « Ah non, j'ai testé ça, c'était vraiment bien ». Donc voilà, il faut aller à l'essentiel. C'est la chose la plus importante, aller à l'essentiel, c'est-à-dire, bon, un peu pour le confort, un coussin d'allaitement qu'on peut déjà acheter avant l'arrivée de bébé, parce que ça peut servir pour certaines positions, soulager un tout petit peu les douleurs de dos qu'on peut avoir en fin de grossesse, et donc l'utiliser par après pour bien se positionner pour l'allaitement. Donc le coussin d'allaitement, on peut préparer l'arrivée si on choisit vraiment d'allaiter son enfant, des soutiens-gorge avec les coussinets d'allaitement qui vont avec. Aussi que ce soit allaitement maternel exclusif ou mix ou allaitement artificiel avec les biberons. Chose quand même qui est assez utile, c'est quand même un tire-lait. Parce que ça va vous sauver pour certaines. Donc voilà, un tire-lait, ça peut être très très utile.
Après, voilà, tout ce qui est produit, c'est vraiment au cas par cas, selon votre activité. Si vous êtes une femme active qui travaille, que ce soit en bureau, tout dépend de votre degré d'activité au quotidien. Mais voilà, les produits, on va dire, indispensables, je dirais un tirelet, coussin d'allaitement, oreiller d'allaitement, aussi, enfin plutôt oreiller lorsqu'on est enceinte, oreiller de grossesse, et tout ce qui est coussinet et soutien-gorge d'allaitement, je dirais ça. Et par rapport aux soins corporels, parce que beaucoup de femmes ne veulent pas avoir de vergetures, par exemple. On a beaucoup de solutions qu'on leur propose. Qu'est-ce que vous avez à leur dire par rapport à ces soucis? Alors oui, ça c'est un des problèmes, on va dire, esthétiques qui est non négligeable pour la femme. Après les vergetures, malheureusement, comme on dit, on n'est pas nés tous pareil. Ça dépend de l'élasticité de la peau. Mais on peut quand même faire une prévention en ayant une peau bien hydratée. Donc vraiment, on peut utiliser que ce soit lait d'amande douce, beurre de karité, mais le but c'est vraiment de bien hydrater la peau et la zone abdominale pour éviter que cette peau, cette élasticité soit altérée et qu'on puisse prévenir le maximum possible la vergeture. Ouais. Donc on peut utiliser, bon, plus vous utilisez des produits naturels, mieux c'est. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de ce dont on a besoin pendant la grossesse et même après l'accouchement. Quels sont les produits dont on a besoin une fois l'accouchement passé pour le bébé, par exemple? Oui, alors pour le bébé, on peut dire différentes catégories. Comme on en a parlé, le tire-lait, évidemment, ce sera utile pour l'allaitement. Pour le bébé, mis à part le linge bébé, que ce soit body, jumelle, bon, la chambre de bébé aussi, donc on peut préparer la chambre avant l'arrivée du bébé, donc tout ce qui est lit. Bon, en général, c'est vrai que ça peut être utile, ça dépend. Les premières semaines, on appelle ça les lits un peu cododo, qui facilitent au départ l'allaitement pour la maman, parce que quand les premières semaines, bébé dort dans la chambre, donc c'est quand même assez utile, ça permet de l'élever lorsque on doit avoir un allaitement au départ de plus ou moins 2 à 3 heures. Chaque 2 à 3 heures, allaiter son enfant. Donc pour bébé, après, bon, au fur et à mesure, bon, tout ce qui est vaisselle, couvert, ne vous tracassez pas, parce que c'est à partir de plus ou moins 4 mois qu'il y aura la diversification pour l'enfant. Donc à ce moment-là, on pourra se poser des questions, de faire ces achats-là. Mais au départ, c'est vraiment tout ce qui est linge, chambre pour bébé. On peut aussi, pour le côté portage, soit les écharpes de portage ou les, comment ça s'appelle encore, où on met le bébé à l'intérieur, j'oublie le nom, les porte-bébés tout simplement. Voilà. Donc voilà, côté bébé, moi je pense que c'est les choses qu'il faut avoir en premier. Après, au fur et à mesure, vous allez voir. Il ne faut pas trop se mettre de stress en se disant il faut absolument tout avoir avant l'arrivée du bébé. Ça, ce sont les choses qu'on a. Et puis après, au fur et à mesure, vous vous adaptez. C'est comme on dit, l'aventure où on a une inconnue et une fois que l'inconnue est là, on s'adapte. Alors, est-ce que vous suggérez par exemple les lingettes pour bébé ou l'utilisation de l'eau pour les nettoyer? Ok. Oui, on peut, tout ce qui est linge, coton. Après, les lingettes, quand on est à la maison et qu'on a un linge de maison, que ce soit pour pouvoir nettoyer une fois qu'on fait l'échange, de l'eau claire, simple, pour moi c'est suffisant. Après, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de produits avec les savons au niveau des allergies. Ça, il faut un peu faire attention à ce niveau-là. Bon, après, on peut choisir un savon qui est hypoallergénique, qu'il n'y a pas de conservateur, sans allergène, voilà, 0%. Mais
je pense que quand on est à la maison, on a un linge de corps, de l'eau simple, claire. Après, quand on sort et qu'on met, ah oui, j'avais oublié tout à l'heure par rapport au sac à langer, c'est très très important. Donc pour pouvoir mettre ces lingettes qu'on utilise en fait de manière